Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. Ça faisait un moment et c'est un vieil ami, parfois c'est souvent comme ça, quelqu'un qui me dit ah Louis ça fait un moment, là c'est Pierre, La Paye, avec qui j'ai échangé quelques courts emails récemment, qui m'a dit n'hésite pas à faire Radio Thaïlande, ça me fera plaisir d'écouter tes conneries. Bah Pierre, je suis là pour toi. Voilà. Et pourquoi je ne faisais plus de Radio Thaïlande? Bon déjà j'ai été beaucoup pris par le travail ces derniers temps, j'ai recommencé à écrire, un truc assez personnel. Et puis, peut-être qu'à l'approche de la quarantaine, j'ai 38 ans, peut-être que je deviens un peu fataliste et que, voilà, peut-être qu'à un moment j'avais l'impression que je pouvais participer à certains changements. Et puis après, j'ai été très autocritique à me dire finalement, je fais rien de très engagé dans ma vie. Donc faire des vidéos où je parle de ci, de ça, bon. Mais finalement, on est entre amis, et effectivement, je vais parler de choses et d'autres, et on va se dire que ça fera peut-être plaisir à mes vieux potes qui effectivement aiment bien m'entendre bavarder sur des sujets et d'autres. Et donc là, j'ai décidé, donc je savais pas quel sujet aborder, c'était un peu là, j'ai fait plein de prix sur plein de sujets différents. Mais il y a un truc qui m'a finalement donné un peu une piste, c'est que en revenant là à l'appart, j'avais fait des prises en extérieur, plutôt comme dans mon jardin, mon quartier, la Thaïlande, le beau temps, des conneries, mais aussi Zemmour, le Covid. Il y aurait tellement de choses. Mais là, Mimi m'a fait face à un sujet d'actualité, les manifs en France, parce qu'en fait, ils en parlent en Thaïlande. Elle me dit, tiens, regarde ce qui se passe en France, il y avait des voitures qui brûlaient, etc. Voilà. Donc j'ai vu une manifestation sur la loi de sécurité globale. Et donc je me suis dit, tiens, si je m'intéressais un peu à ça, j'avais pas du tout suivi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Wikipédia. Alors, on peut critiquer Wikipédia, n'empêche que moi je trouve que c'est quand même pas un mauvais moyen d'avoir un premier aperçu des choses. Et donc j'ai compris que ce qui faisait débat, c'était l'article 24. Alors déjà, je serais curieux de savoir dans les 100 000 ou 500 000 selon les organisateurs manifestants, qui déjà sait ce que c'est que l'article 24 de la loi pour la sécurité globale. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont là à dire oui, on est face à un gouvernement totalitaire et qui sont liberticides, etc., qui savent même pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc l'article effectivement prévoit une condamnation pénale pour une personne qui posterait, qui partagerait la photo globalement d'un agent de police avec l'intention de nuire à sa santé physique ou mentale. Donc il y a quand même cette notion que c'est quelqu'un qui le ferait dans la volonté de nuire. Alors vous allez me dire oui, comment on analyse ça? Peut-être qu'on peut dire que c'est en fait une espèce de façon de déguiser une mesure liberticide. Peut-être. Maintenant, en fait, moi ça m'a donné l'idée suivante. Je ne vais pas débattre là-dessus, mais sur, et c'est ça le thème fort en fait de cette vidéo, il y en aura un deuxième, c'est les réseaux sociaux, l'utilisation qui est faite aujourd'hui des réseaux sociaux. Et en fait, je pense que c'est ça le débat de cette loi. Parce qu'il y a peut-être un fond qui est quand même pas complètement débile. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui peut euh, poster n'importe quoi, en étant éventuellement insultant, etc. Et rien, effectivement, il n'y a pas de cadre légal pour éventuellement quand même punir des gens qui feraient des choses abusives. Parce que j'ai vu des choses abusives, on voit des choses abusives, on sort le truc du contexte. Vous prenez un policier qui a été un peu malmené, voire peut-être insulté, voire peut-être un peu bousculé, et puis bon, après vous ajoutez la pression qu'ont ces gens-là, la difficulté de leur travail, la fatigue, éventuellement le mec dérape, éventuellement, évidemment, on va ne montrer que le dérapage, et donc quelqu'un qui posterait que ce dérapage, j'en ai vu des trucs limite montés de manière malveillante, où on enlève les bouts et on met que ce qui nous arrange, et après on dit regardez c'est ça le policier, bah oui, moi je suis d'accord que ça, c'est répréhensible. Donc il y a ça dans la loi aussi. Donc après il y a le fait de dire oui mais elle est peut-être pas bien faite, elle a peut-être été trop vite, on en a peut-être pas assez parlé. Très bien. Mais justement tout ça va trop vite et on est dans une société, en fait je deviens vraiment, c'est pas nouveau et j'ai rien inventé en vous disant ça, mais je pense qu'il y a urgence en fait à alerter, mais de manière forte, l'opinion publique, tout le monde, sur le danger que représentent les réseaux sociaux, leur utilisation abusive, excessive, permanente, et qu'aujourd'hui les réseaux sociaux deviennent l'information. Donc là, je vous invente rien, je sais qu'on parle de ça, mais je pense pas qu'on en parle suffisamment bien. Et en fait, je commence à me dire que c'est vraiment le fond de beaucoup de problèmes. Et je vais faire le lien après avec la crise du Covid. C'est qu'on n'a plus, et la dégradation des médias, je ne sais pas si c'est lié, on dit toujours que les médias sont nuls et je vais y revenir, je pense qu'ils sont aussi responsables de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, oui, je suis très sceptique et voire maintenant de manière sûre de moi critique sur le fait que les réseaux sociaux prennent tant d'importance dans nos vies, dans la vie des gens, parce que moi par exemple je suis sur les réseaux sociaux mais avec une distance et
j'utilise pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est dramatique en fait. On vit dans une société qui ne réagit plus qu'à l'instant, à l'émotion, sur le on-dit, sur la passion, sur le tout de suite, sans plus aucun raisonnement, aucun recul, aucune analyse, aucun discernement. On est vraiment devenu complètement débile, quoi. Voilà. La société animée par les réseaux sociaux devient une société décérébrée, quoi. Les gens deviennent. Donc on dit la télé abrutit les gens, je pense que les réseaux sociaux c'est pire, mais les deux. Donc je pense effectivement que les gens n'ont plus les moyens de raisonner et donc réagissent n'importe comment. Et pourquoi c'est grave? C'est que sur tout sujet, donc voilà, je vais pas développer longuement sur la violence policière, c'est un débat, mais juste dit l'exemple, comment moi je trouve que les choses devraient se passer. Je vois un policier dans la rue qui tape un manifestant. Je devrais pouvoir le filmer et je devrais pouvoir envoyer ça à un journal, à un média professionnel et indépendant. C'est un autre problème, l'indépendance des médias. Je ne vais pas tout faire en même temps, mais un média qui, lui, va faire son travail en regardant cette vidéo, en se posant la question de est-ce qu'elle n'est pas coupée, est-ce que le contexte est complet, peut-être rappeler le mec en disant ouais, mais est-ce que il s'est passé avant, quoi, machin. Et effectivement, si j'estime en tant que professionnel que là on est face à un cas de dérapage policier caractérisé, en parler, le diffuser, éventuellement en protégeant effectivement la vie privée du policier, parce que je suis d'accord que même si le mec il a déconné, bah, la justice devra faire son travail, mais pas la vindicte publique. Et c'est ça aussi, les réseaux sociaux, c'est devenu l'information et c'est devenu la justice. Les avocats s'en plaignent beaucoup, c'est l'opinion populaire, tout est devenu immédiatement populaire, tout le monde a un avis sur tout, n'importe comment. Pour moi, cette loi sur la sécurité globale et cet article 24, il devrait finalement susciter un débat là-dessus, plus que sur encore une privation de liberté, etc. Ça va. Est-ce que dire ça peut être répréhensible de filmer quelqu'un et de le jeter sur les réseaux sociaux en étant insultant, parce que c'est ça le fond de la loi, le fait encore une fois qu'elle ait peut-être pas été suffisamment bien formulée, qu'elle puisse être détournée, qu'elle puisse être utilisée dans un autre esprit, c'est une chose, mais le fond de l'idée c'est ça, de dire on n'est pas impuni, on peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Bon bah ça pour moi il y a un fond de bien, voilà, après il y a un fond peut-être de pas bien, mais voilà, c'est pas aussi ça. Donc ça c'est fini sur la violence policière. Maintenant, les réseaux sociaux, ça a aussi donné la gestion catastrophique du Covid. Et donc les réseaux sociaux et l'absence, je pense, de qualité dans les médias. Parce que on est dans un monde où on ne raisonne plus sur de la donnée. Il n'y a plus de raisonnement sur de la donnée. Et ça, c'est une réflexion que je me faisais avant le Covid, sur plein de thématiques, qu'elles soient économiques ou sur l'immigration. Tu sais, quand on parle d'immigration, on voit des mecs qui débarquent, qui disent oui, il y en a 200 000 tous les ans, mais non, c'est 2 millions, mais non, vous ne savez pas. Et en fait, il n'y a jamais de chiffres crédibles. Donc on ne sait jamais de quoi on parle. Et là sur le Covid, des données, il y en a. Moi j'avais fait des recherches il y a quelques mois, depuis j'ai pas le temps, parce que je suis pas journaliste, c'est pas mon boulot, ça prend du temps, mais des études scientifiques, il y en a, des études sur le taux de mortalité réel, selon l'âge, selon machin, justement les contradictions sur les tests dans tel pays, il y a plein de données qui justement méritent, doivent, c'est le boulot même là du journaliste, face à ce fatras de données, attends, je me pose 2 minutes, je fais quelques comparaisons, de la mise en perspective, genre je vais comparer le taux de mortalité par rapport, par exemple, au taux de mortalité des grippes des 10 dernières années. Oui, ça, je n'ai pas vu ça du tout. C'est toujours un petit bout par-ci, un petit bout par-ça, un petit bout par-là. Sur les plateaux, c'est des gens qui parlent. Alors là, oui, c'est Louis qui parle. J'ai pas des graphiques explicatifs, mais encore une fois, c'est Radio Thaïlande. On est entre potes. Je raconte des conneries. Mais oui, les journalistes, le problème, c'est qu'ils font du Radio Thaïlande, en fait. C'est toujours là, on est là, on parle, on donne un peu son avis, on essaye de bien parler. Vous voyez, le sens de la formule, très français. C'est un peu celui qui va faire son petit effet, qui va gagner le petit débat du moment, qui va sortir le petit argument qui fait que l'autre, ah bah ouais, il est un peu déstabilisé. Mais il n'y a pas de putain de données. Et il n'y a pas de présentation. Je pense que les médias gagneraient beaucoup. Moi, je suis dans un métier où on fait des présentations. Et justement, où si je ne faisais que parler, ça marcherait pas. À un moment donné, ça me rappelle Raymond Barre, Premier ministre à la fin des années 70, qui à un moment donné lui avait fait une tentative d'explication avec des graphiques. Alors c'était vieillot à l'époque, et c'était des sujets qui intéressent pas trop les gens, l'inflation, etc. Mais j'avais trouvé l'idée intéressante, c'était de dire, voilà, à un moment donné, les gens ont besoin de voir, un peu de comprendre, voilà, l'inflation c'est comme ça fait ça, ça fait ça. Et ben là c'est pareil, on gagnerait, je ne vois pas dans les émissions, les mecs étaient, projetons un petit peu, voilà, le taux de mortalité, les morts dans tel pays, les morts dans tel pays, des comparaisons graphiques. Ah mais on dit graphique, des tableaux, faut réfléchir. Donc c'est ça, on veut plus réfléchir, on veut le tout de suite, tout fait, on veut la solution, mais il n'y a pas de solution. Voilà, il y a un problème, il faut déjà le comprendre le mieux qu'on peut, et après débattre. Et le débat de fond, donc voilà, ça c'était réseaux sociaux, n'importe quoi, médias,
Je suis très déçu en général de la médiocrité des présentations journalistiques. Je ne vais pas citer les uns les autres, mais vraiment, moi, je vois jamais rien où je me dis, ah ouais, ça c'est bien. Franchement, non. Voilà. Alors après, on peut certainement, qu'en lisant l'article santé dans le magazine machin, mais c'est pas de ça que je parle. Le gars vraiment intelligent, qui a du temps, qui veut comprendre, il va y arriver. Mais les médias grand public, leur vocation, ça devrait être de vulgariser correctement. Et c'est ça qui est dur. Et c'est ça le métier de journaliste. C'est vulgariser, mais en prenant des pincettes, en disant voilà, on est dans telle fourchette, selon telle étude, en faisant attention que dans tel cas. Mais c'est le boulot du journaliste. C'est le putain de discernement. On doit y arriver à donner aux gens quand même une information synthétique basée sur des trucs solides, avec éventuellement les précautions qu'il faut, mais pour après donner aux gens la possibilité de se faire une opinion valable. Voilà, ça c'est zéro pointé. Voilà, donc ça c'est une autre chose qui a donné la gestion catastrophique du Covid. Donc je peux pas vous dire ce que j'aurais fait mieux, mais si depuis le début on avait des médias qui nous informaient de manière un peu plus posée, que c'était pas des défilés du jour au lendemain, et les médias en fait sont aussi sous la dictature des annonces politiques. Alors est-ce qu'on les oblige? Problème de l'indépendance des médias, hein. Est-ce que je suis obligé de diffuser le Salomon là qui tous les jours vous dit aujourd'hui il y a eu 40 morts, il y a eu 40 morts, il y a eu 40 morts? Est-ce que je suis obligé de faire ça en tant que journaliste? Est-ce que j'ai le droit de dire écoutez là vous avez sur la 2 Monsieur Salomon qui vous déchaîne les morts, moi je vais vous présenter le résultat de l'analyse qu'on a faite de plusieurs études scientifiques sur les taux de mortalité comparés entre la grippe sur les 10 dernières années et le Covid, et également sur le nombre de tests positifs en France et en Allemagne en fonction du type de test utilisé. On aurait le droit de faire ça, non? Dire moi je vais pas suivre l'actualité mouton, je vais essayer de faire un truc un peu mieux. Non, alors il y a des gens qui essayent de faire ça sur YouTube, mais souvent c'est pas des pros en fait. Voilà, il y a des mecs sur YouTube qui font des graphiques, des machins, mais c'est pas des pros. Ils ont pas le temps, ils sont pas payés pour ça. Donc les mecs qui ont le temps et qui sont payés pour donner de l'information, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, faire un petit effort? Voilà, ça c'était le deuxième message. Et donc les gens faites gaffe avec les réseaux sociaux, et je pense que voilà, je serai président de la République. Moi, je dis voilà, aujourd'hui, je pense, je ferai une annonce. Voilà, bonjour, française, français. Nous devons aujourd'hui aborder le sujet des réseaux sociaux. Je pense que notre société a un problème dans la façon dont elle utilise cet outil, qu'est le réseau social Facebook principalement, et d'autres réseaux sociaux similaires. Bon voilà, je vais pas vous le faire, mais j'aurais préparé un truc, et j'en ferai un débat national. Faites gaffe les mecs, l'abus de réseaux sociaux est dangereux pour la santé mentale. Peut-être que je ferai des campagnes de prévention, comme pour l'alcool, vous voyez, comme pour la cigarette. Voilà, des campagnes de prévention anti-Facebook. Enfin, mise en garde, l'abus de Facebook est dangereux pour la santé. L'abus de réseaux sociaux, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, apprenez à comparer, tapez sur Google, parce que moi je deviens de plus en plus ami de Google, mine de rien, on peut critiquer aussi alors les théories du complot, on va avoir des sucres sous la peau, etc. Google, je cherche, je trouve. Et je trouve des trucs pertinents, parce qu'on a quand même des robots qui sont là pour remonter des trucs qui correspondent à ma recherche. Et si vous tapez contradictoire, c'est ça, apprendre aux gens. Vous avez entendu un truc, tapez le sujet, par exemple, loi de sécurité globale, contradiction. Ah, vous allez lire 2-3 trucs, ah, tac, un peu de contradiction, ah, tac, je me fais un avis. Apprendre aux gens à se servir des outils pour se faire une opinion. Prendre 5 minutes pour se poser, sans systématiquement être dans la réaction émotionnelle. Bon. Et donc le débat de fond que je voulais aussi aborder, sur le Covid, débat je pense qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas osé avoir, peut-être certains essayent un petit peu mais se font tout de suite traiter d'inhumains, c'est quand même le débat de l'acceptation de la mort. Et c'est ça que pose quand même cette maladie, c'est qu'on est clairement là face à un très vilain rhume, moi je dirais ça, c'est quand même dans la maladie, dans le groupe de maladies des rhumes, hein. Grippe je sais pas, mais c'est maladie respiratoire, un très vilain rhume, très méchant rhume, qui effectivement, si vous êtes assez âgé, donc 60, 65 et plus, et éventuellement aussi avec quelques complications, quelques faiblesses, disons quelques fragilités, vous risquez fort de vous retrouver hospitalisé ou en respiration, voire de mourir. La question c'est, est-ce que la protection de populations âgées et d'une minorité de personnes âgées et fragilisées justifie
la parallélisation d'une société et même du monde. Hein. Moi là je suis dans un pays, la Thaïlande on dit ouais ils ont bien géré le Covid, etc. Non mais ils ont juste fermé le pays. Donc effectivement le virus ne circule pas, encore une fois il circule sans être vraiment identifié, hein. Mais bon a priori il circule pas. Mais ils ont sacrifié, ici en France on a sacrifié un truc, mais ici ils ont sacrifié un secteur entier de l'économie, le tourisme, qui représente à peu près 15% du PIB. Les îles touristiques sont complètement, le mot m'échappe, mais sinistrées. Le secteur de l'hôtellerie est sinistré. La restauration ils ont réouvert depuis, donc, mais quand même ça fait mal. Si vous voulez, tout ce tourisme international n'est plus là. Donc là la Thaïlande ils ont aussi fait des choix violents. Pourquoi? Enfin, c'est pour éviter, qu'est-ce qu'on a cherché à éviter, tous les pays on le sait, c'est éviter cette situation où il y a trop de gens qui arrivent à l'hôpital et où on n'a pas assez de respirateurs. C'est comme ça le truc. Voilà, et donc le débat quand même qu'on devrait avoir le droit d'avoir, et où je trouve que les gens concernés en premier lieu, c'est-à-dire les personnes âgées, moi je les ai pas entendus. Alors, je suis peut-être pas sur les bonnes chaînes d'infos, ou les bonnes émissions. Moi, je suis un peu sur YouTube, en Thaïlande, je suis loin. Je j'ai pas le 13 heures de Pernod qui peut-être, d'ailleurs, je crois qu'il l'a arrêté, mais peut-être que dans le 13 heures de Pernod, vous avez des gens interviewés en maison de retraite mais je suis pas sûr qu'on leur ait posé la question que je leur aurais posée. C'est dire, voilà, vous avez 70 ans, vous êtes une population à risque. Est-ce que vous pensez que le pays doit effectivement sacrifier son économie, l'avenir de sa jeunesse, s'endetter et s'engager dans une récession durable pour effectivement s'assurer que si jamais vous avez le virus, vous avez le maximum de chances de vous en sortir? La question n'est pas simple, mais est-ce qu'on pourrait la poser? Je ne serais pas étonné qu'un certain nombre de gens disent, je pense, j'ai entendu des gens dire les enfants d'abord, mes enfants d'abord. Je pense qu'il y a des personnes d'un certain âge qui ne souhaitent pas entre guillemets se sentir responsables de tout ça, qui peut-être acceptent l'idée que peut-être elle pourrait mourir. Et ça renvoie quand même plus généralement c'est l'acharnement thérapeutique, le rapport à la mort, etc. Ici, en Asie, ils ont un rapport un peu différent. J'ai l'exemple, moi, un oncle de ma femme qui est mort à l'âge de 77 ans, après avoir une vie bien garnie, etc. Il était dans sa campagne, il avait un calcul rénal, de ce que j'ai compris, parce que les traductions et tout, c'est pas simple. Mais je suis à peu près sûr qu'il avait un truc où en Europe, on l'aurait remis debout pour un an, peut-être, vous voyez, on l'aurait mis à l'hôpital, on l'aurait fait des trucs, et puis il serait retourné, et puis il aurait été encore plus fatigué, et puis peut-être qu'un an après, il serait retourné, on l'aurait refait, et puis peut-être qu'il serait mort à 80 ans. Mais ici, il a dit, c'est bon, je suis fatigué, il n'a pas voulu aller à Bangkok pour aller à l'hôpital et tout. Il a dit non, parce qu'en plus ici ça coûte de l'argent, hein, mais parce que chez nous aussi ça coûte de l'argent, on ne le sait pas, mais on s'endette, on rend un pays plus faible pour toujours pousser plus loin l'âge des personnes âgées. Eh bien ça c'est un débat qui devrait avoir lieu, je trouve, en Europe, l'acceptation de la mort, et à quel moment on n'accepte pas que si je suis dans une situation où je suis quand même vieux, je vous parle pas du gars qui a 35 ans qui fait un accident de la route où effectivement avec une intervention un peu coûteuse, etc., on lui sauve le cœur, tac, on le remet debout pour 40 ans. Mais je vous parle de ces gens qui sont déjà quand même vieux, fatigués, peut-être déjà, voilà, globalement en fin de vie. Et c'est ce débat du coût sociétal qu'on met pour que ces gens vivent toujours quelques années de plus, quoi. Et donc là, on en est là. Est-ce qu'à un moment donné, voilà, est-ce que c'est pas une mort naturelle? J'ai 75 ans, je suis fatigué, je chope le Covid, je meurs. Non, parce qu'on va me mettre dans un service avec un respirateur, une machine, un machin, et qui coûte une blinde et qui paralyse la société, et pour que je retourne jouer au bridge dans ma maison de retraite. Bon, là, c'est un peu la caricature, mais j'imaginais, j'avais fait dans une prise précédente, imaginez Gisèle, il y a deux Gisèle, il y a la Gisèle qui dirait, écoutez, moi je suis vieille, je suis fatiguée, si j'ai le Covid, je mourrai, et puis tant pis, moi j'ai envie que mon petit enfant il puisse travailler, j'ai envie que la France puisse continuer à fonctionner, etc. Où il y aurait Gisèle 2 qui dirait, whatever it takes, sauvez-moi, faites tout ce qu'il faut, whatever it takes. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça, whatever it takes, pour faire vivre les gens toujours un peu plus longtemps. Donc là, il y a un débat. Il y a un débat sur l'acceptation de la mort, et plus généralement, et je finirai là-dessus, sur le vieillissement des sociétés. Je pense qu'on n'aborde pas sereinement, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est comme l'immigration, on n'aborde pas les débats sereinement. En fait, on n'a plus besoin, on ne sait plus débattre.
en fait. Et je terminerai quand même sur un petit truc Zemmour-Bellatar, c'est aussi sur cette incapacité, cette improductivité des débats que je vois. On ne peut plus débattre. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est pas facile, mais on n'en parle pas. Vous voyez, je suis désolé, on n'en parle pas, voilà, de ce problème de l'acceptation de la mort, de faire parler les gens. Là, c'est ça qui m'a quand même choqué. Hein. J'ai pas vu les gens concernés. Sur les plateaux, j'ai vu les docteurs, les experts, les journalistes. Alors chacun a son avis, machin, mais les malades, moi, j'ai pas vu les malades. J'ai pas vu les malades. Ni les gens qui, justement, peut-être menacés, est-ce que la société aurait pu avoir un avis, est-ce qu'il aurait pu avoir un débat public sur, voilà, qu'est-ce que vous préférez on continue de fonctionner normalement, il va pas y avoir de ralentissement économique, mais effectivement, peut-être que les personnes de 70 ans, à un moment donné, il va y avoir un trop-plein dans les hôpitaux, et c'est dur, hein, c'est dur, mais je pense que ces débats, ils devraient être reposés, parce que ça va peut-être déjà se reproduire, une maladie qui affecte les personnes âgées, et c'est surtout que si on prend de manière plus globale, donc le vieillissement des sociétés, on a de moins en moins d'actifs par rapport aux gens inactifs. Donc c'est le problème des retraites, etc., qui va falloir aussi le prendre sereinement, ce débat. Donc moi je suis très virulent contre les gens qui acceptent pas de travailler plus longtemps. Moi au quotidien je travaille avec des gens qui ont 66, 67, qui sont toujours au taquet, ils aiment bien ce qu'ils font, ils travaillent. Il y a pas, si on aime bien son travail, donc après les métiers pénibles c'est une chose, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas des métiers qu'on peut qualifier de pénibles et qui veulent absolument s'arrêter à 60 ans. Bon. Donc le fait qu'on ne peut pas toujours avoir plus d'inactifs pour moins d'actifs, ça c'est un problème. Et alors imaginez qu'on a plus d'inactifs pour moins d'actifs et qu'en plus on interdit aux actifs de travailler. C'est ça qui se passe là. On immobilise les actifs pour faire vivre 1 ou 2 ans de plus des inactifs malades. C'est là qu'il y a quand même vraiment un drame et un débat de société à avoir. Hein. Là, je suis désolé, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais est-ce que c'est pas dur aussi pour le jeune qui perd son boulot, pour le jeune qui n'a pas d'avenir, pour le pays qui n'a plus d'espoir, pour le pays qui part en couille? Est-ce que c'est pas dur ça aussi? Donc oui, c'est dur de dire t'as 80 ans, t'avais du diabète et j'ai plus de respirateur pour toi. Ah oui, c'est dur, mais le débat il est là, parce que sinon ça va rien plus donner. On va devenir un monde qui cherche à préserver péniblement la vie de ces personnes les plus âgées. Ça va devenir ça l'objectif global, vivre de plus en plus longtemps, surtout ne pas laisser les vieux mourir. C'est ça l'objectif qui va nous guider dans la vie depuis qu'on est. Et puis tout de suite penser à sa retraite aussi. Hein. J'ai 17 ans. Alors, faut pas que mamie meure et faut vraiment être sûr qu'à 60 ans, je puisse arrêter de travailler. C'est un peu dingue, quoi. Vous voyez, donc voilà, ça c'est un autre débat, l'acceptation de la mort. Et donc je voulais finir, même si ce sera un peu long, vous pouvez vous arrêter en cours de route. Hein. Alors ça c'est aussi un truc, hein, Radio Thaïlande, c'est freelance, il n'y a pas d'obligation, c'est sans obligation. Voilà, si c'est long, j'arrête, je regarde plus tard, je regarde un autre jour. Tac, c'est comme ça. Tac, j'ai arrêté à 22h52, 22 minutes 54, je reprendrai plus tard. C'est open, ça disparaît pas. C'était sur l'improductivité des débats. J'ai vu aussi, parce que finalement, je me suis posé la question, Pierre, qu'est-ce que j'ai vu récemment quand même qui ferait un peu dans le thème Radio Thaïlande Eh bien, il y avait aussi un débat, j'ai vu un débat entre Éric Zemmour et Bellatar, qui est un humoriste marocain, franco-marocain. Je suis pas fan des deux là. Alors dans leurs deux positions, enfin d'ailleurs Bellatar on sait pas trop quelle est sa position en fait, et Zemmour lui si on la connaît sa position. Parce que le truc que je me suis fait, c'était vraiment un débat sur la façon d'être français en fait. Donc vous avez et sur l'identité française. Et donc Zemmour il défend sa thèse de l'assimilation maximale. Et alors ce qui me fait quand même marrer quand même quand on y pense, c'est que c'est un non français, un français pas de souche pour le dire comme ça. Donc d'origine algérienne, qui a choisi l'assimilation, c'est son choix. Lui, il a choisi l'assimilation à 100% aussi de par l'éducation de ses parents. C'est ce que ses parents ont amené. Ils l'ont appelé Eric, ses parents voulaient qu'il devienne français, ses parents voulaient qu'il embrasse la France. Lui-même a décidé d'embrasser la France, de devenir un passionné de Napoléon, de l'histoire de France, de Chateaubriand, etc. parce qu'il trouve ça magnifique. Très bien, c'est son choix. Mais on ne peut pas imposer aux gens cela. Et moi qui suis français de souche, monsieur Zemmour, puisqu'on peut remonter à 300 ans sans trouver quelqu'un de ma famille qui ne traîne pas dans le nord-est de la France, je n'embrasse pas toute l'histoire de France. Je suis désolé, parce que l'histoire de France, moi je suis pas un fan de Napoléon, je suis pas un fan de beaucoup de choses dans la Révolution française, et je suis pas non plus, quand on y pense, si on se revendique défenseur des particularismes nationaux, parce que c'est ça Zemmour, c'est la thèse nationaliste, anti-mondialiste, anti-uniformisation, garder ses racines,
C'est ça, garder ses racines qui sont pas les tiennes d'ailleurs. Bon, toi tu t'es embrasser des racines qui sont pas les tiennes, et puis tu voudrais que tout le monde embrasse les mêmes, et puis effectivement que ça bouge pas. Bon, sauf que la France telle qu'elle est, c'est le résultat de 1000 ans d'évolution, de l'explosion de l'Empire romain à globalement l'édit de Villers-Cotterêts qui fait du français la langue officielle sur tout le territoire, quelque part vers 1500. Donc il y a à peu près 500 ans d'une longue évolution basée sur beaucoup d'oppression pour empêcher les Bretons de parler breton, beaucoup d'oppression des particularismes régionaux. Donc la nation, c'est au départ déjà la négation et l'étouffement de particularismes régionaux. Et donc, alors une fois qu'on est là, on oublie tout ça, on se dit bah ça c'est bien, là on est arrivé au bon niveau, là c'est bien. Mais on veut plus. Pourquoi? Alors pourquoi si on a fait étouffement des particularismes régionaux pour arriver à la France et une langue unifiée, pourquoi ce serait mal finalement d'étouffer les particularismes nationaux pour aller vers une humanité qui parlerait un langage commun, qui aurait des lois communes, qui pourrait se mettre d'accord parce qu'on fait d'Atali. Je dis pas que c'est bien, mais je suis un amoureux de la langue française. Moi, je suis un amoureux de la langue française, mais je suis pas du tout un amoureux du patriotisme. Et c'est là, je pense qu'il faut réfléchir. Voilà, c'est qu'il y a l'aspect culturel des choses. On aime la langue française, on la pratique, on écrit. Voilà, j'écris, je lis. À mon niveau, je pratique et je suis exigeant avec les personnes avec qui je travaille dans l'utilisation de la langue française. Donc à mon petit niveau, je suis un petit défenseur de la langue française, mais je suis pas un patriote. Je suis désolé. Moi, la France, c'est avant tout une construction de gens, d'une élite qui voulait étendre et conforter un pouvoir sur des gens. Et donc tout ça, toute cette uniformisation du langage, toute cette uniformisation des valeurs, c'est une construction purement théorique de gens qui l'ont fait dans le but de contrôler un territoire. Donc, est-ce que déjà ça c'est bien? Moi, fondamentalement, je trouve que c'est pas forcément très bien. Donc, c'est typiquement la même chose que les gens qui aujourd'hui, donc les gens vont condamner Attali, voilà, Attali qui parle d'un gouvernement mondial, etc. Ils vont le condamner comme vraiment le pire des mondialistes manipulateurs qui veulent nous mettre des puces sous la peau. Bon, mais finalement de dire, c'est quand on le prend comme ça, de dire qu'aujourd'hui vous avez que vous voyez non une économie mondialisée, hein, et c'était peut-être un peu le même problème d'ailleurs à l'époque des régions. Une économie, il y avait déjà des échanges entre différentes régions, etc. Et puis peut-être qu'on se comprenait pas parce qu'on parlait pas la même langue. Alors il serait peut-être mieux qu'on parle tous la même langue. Bon, aujourd'hui, on est dans une économie où l'anglais c'est quand même assez imposé en tant que langue de business. Mais pourquoi pas accepter qu'il y ait effectivement, alors que l'économie est déjà mondialisée, une espèce de législation mondiale. Alors aujourd'hui, il y a l'ONU, il y a l'Organisation mondiale du commerce, mais l'idée d'un gouvernement mondial n'est pas complètement aberrante. C'est-à-dire, il y a une législation harmonisée pour éviter le dumping fiscal, harmonisée, parce que le protectionnisme c'est bien, mais c'est très égoïste. Je suis désolé, si on se dit universaliste, etc., le protectionnisme c'est très égoïste. C'est-à-dire, on va protéger nous, on est arrivé à un niveau qui est pas mal, on se protège, et puis que meurent les Chinois et les Africains dans leur merde. Vous voyez, c'est donc improductivité du débat, là pardon j'ai un peu dégressé parce qu'à la fin, je l'ai pas regardé jusqu'à la fin en fait. J'ai regardé 20 minutes de Bellatar Zemmour et puis je me disais bah écoutez, chacun campe sur sa position, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de progrès. Normalement, un débat c'est quand même chacun qui va faire un petit peu un pas dans le sens de l'autre, qui va reconnaître que effectivement dans mon raisonnement il y a quand même une petite faiblesse. T'as raison, t'as raison, j'ai peut-être là-dessus, j'ai peut-être pas complètement raison et t'as peut-être quand même un peu raison. C'est ça un débat normalement. Donc il y a des points, on va pas se mettre d'accord, mais un bon débat à la fin, les mecs, ils ont un peu bougé. Alors que là, non. D'ailleurs, dès le début, c'est pour ça que j'avais pas les avatars, il était de toute façon, je suis là, mais c'est la dernière fois que je te parle pour te dire une fois pour toutes que t'es un connard, et l'autre, bah, qui développait sa thèse. Donc, c'est beaucoup ça les débats en France aujourd'hui, pareil en politique, etc. C'est t'as deux mecs qui sont pas d'accord, et puis ils sont pas d'accord, et puis ils sont pas d'accord. Voilà. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.